Les marchés émergents ont fait un retour remarqué en 2025. Les investisseurs ont à nouveau pu profiter de belles opportunités de croissance. Alors, comment surfer sur cette dynamique en 2026 ? Dans quelles régions et quels secteurs trouve-t-on aujourd'hui les meilleures opportunités ? Et comment se positionner sur les obligations des pays émergents ? Pour en parler, j'ai invité Hicham Sabra, gérant de fonds obligataires dans les pays émergents chez KBC Asset Management. Vous préférez écouter cette conversation plutôt que la regarder ? Abonnez-vous à notre chaîne Spotify ou iTunes Financial DJ. Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour un nouveau Zoom Invest. Bonjour Hicham. Bonjour Marc. Ravi de te retrouver. Ravi d'être ici. Hicham, je n'exagère pas quand je dis que les marchés émergents ont des performances très solides ou moyennes l'année passée, n'est-ce pas ? Oui, ça a été une très bonne année pour les pays émergents, Marc. On a vu tous la Liberation Day l'année passée avec la grande volatilité autour de cet événement-là. Par la suite, on a vu une très bonne reprise au niveau des actions. En Asie émergente, par exemple, on a enregistré 16% de performance en euros. En Amérique latine, la performance a été encore nettement plus élevée, à hauteur de 29%, et ça a été contribué par de grands pays comme le Mexique ou le Brésil. Ce n'a pas été seulement le cas dans le marché des actions, c'était aussi le cas sur le marché obligataire, surtout la dette en devise locale, par exemple, qui a très bien performé l'année passée avec des rendements à plus de 5%. Ce qui a fait de cette classe d'actifs la meilleure dans le segment obligataire en 2025. On parle aussi de dette émergente en dollars. Celle-ci a été un peu plus pénalisée par la faiblesse du dollar l'année passée. Par contre, à partir du deuxième semestre 2025, on a vu une stabilisation et même une reprise. En effet, donc des résultats très solides quand j'entends ces chiffres-là. Pourtant, je m'attendais quand même à ce que les tarifs douaniers qui ont été émis par M. Trump allaient affecter davantage les pays émergents. Mais qu'est-ce qu'on a vu, c'est que le cessez-le-feu dans cette guerre commerciale a quand même été assez positif pour l'Asie émergente et surtout pour la Chine. Mais on parle moins des autres pays, non seulement de la Chine, il y a encore d'autres pays émergents. Comment est-ce qu'ils ont été impactés par ces tarifs douaniers ? Alors, l'impact a été très variable par pays et par secteur. Si on regarde les secteurs comme l'aluminium, l'acier ou le cuivre, ils ont été fortement touchés. Et on a vu des annonces en fait, d'augmentation tarifaire qui ont été bien importantes. Ce qui n'est pas nécessairement très bon pour les pays émergents, bien sûr. Si on regarde d'autres secteurs aussi, comme les semi-conducteurs, ce qu'on a vu, c'est aussi, malgré quelques exceptions stratégiques, que le risque en fait, de prix qui reste élevé a persisté en fait. Si on regarde les pays, on a vu des pays comme en Asie, donc comme la Corée du Sud, Taïwan et le Vietnam par exemple, qui ont su aussi négocier des tarifs plus bas relativement, à hauteur de 15 à 20%, ce qui a limité les dégâts. Si on regarde d'autres pays comme le Mexique, le Brésil ou l'Inde, alors ici on voit que les négociations continuent pour avoir des tarifs qui sont plus bas ou moins forts que ce qu'on le voit aujourd'hui. Mais malgré toutes ces nouvelles-là, les marchés ont bien réagi. Ok, Hicham, mais c'était surtout la Chine qui était au centre de cette guerre commerciale, malgré le cessez-le-feu entre les États-Unis et la Chine depuis presque un an. Alors, le cessez-le-feu a calmé le jeu. Il ne l'a pas entièrement clôturé. Les taux tarifaires restent à des niveaux relativement élevés par rapport à ce qu'on connaissait avant. Et n'oublions pas aussi, on regarde l'actualité avec ce qui se passe par exemple avec l'Iran aussi. La Chine est un partenaire clé de l'Iran, donc qui sait, la menace n'est pas complètement derrière nous. On peut peut-être s'attendre à d'autres tarifs dans les prochains mois.
Oui, oui. Pour les pays émergents et la Chine aussi, cela a une conséquence. On voit aussi bien une réorientation de ces exportations vers d'autres destinations dans le monde, comme l'Afrique et le Sud, par exemple. Tout ça s'inscrit dans le cadre de limiter la puissance stratégique de la Chine. OK. Parlons peut-être de ces matières premières et surtout les métaux rares. Pourquoi est-ce qu'ils sont tellement importants pour la Chine? Les métaux rares sont très stratégiques aujourd'hui dans des domaines bien stratégiques comme l'intelligence artificielle, les composantes de haute technologie, les voitures électriques, les systèmes de défense, etc. On sait bien que la Chine représente presque 60% de l'exploitation minière globale de ces matériaux et aussi représente presque 90% de leur transformation. Si on veut mettre des sites aussi ailleurs dans le monde pour qu'ils soient opérationnels et fonctionnent, on peut s'attendre à une période entre 5 à 10 ans, ce qui veut dire que la Chine possède ici un atout fort majeur. Ouais. C'est important, en effet, c'est évident pour les métaux rares, mais le phénomène est quand même plus large que les métaux rares, non? Oui, tout à fait. Les pays émergents sont des exportateurs nets de matières premières. On pense aujourd'hui surtout à l'or, au cuivre, au pétrole aussi. Une hausse des prix de tous ces matériaux-là entraîne en fait une amélioration des finances des pays émergents et aussi attire les capitaux. En même temps, la Chine voudrait aussi garder ou accroître son influence sur ces marchés-là. Oui. Et entre-temps, il y a encore l'escalade, j'ai fait un pont vers le Venezuela, l'escalade des tensions entre les États-Unis et Venezuela. Comment est-ce que ça a impacté la situation? Ce qu'on voit au Venezuela s'inscrit très clairement dans cette réactivation de la doctrine Monroe américaine. Alors, certains l'appellent aujourd'hui aussi la doctrine Monroe, en faisant référence au président actuel. Oui. La doctrine Monroe fait plutôt référence à le président James Monroe américain, qui au début du 19e siècle a clairement indiqué qu'il ne devrait pas y avoir d'ingérence étrangère sur le continent américain. À l'époque, il a fait référence clairement à l'ingérence européenne. Aujourd'hui, on parle plutôt de la Chine ou de la Russie. Oui, OK. Cela s'explique par des raisons non seulement géopolitiques, mais aussi économiques. Naturellement, le Venezuela est exportateur du pétrole. Il y a le Chili qui est important pour le lithium et le canal de Panama qui est quand même considéré comme une voie cruciale pour le transport des matières. En intervenant ou en mettant de la pression sur ces régions-là, les États-Unis veulent éviter que la Chine va avoir son pas là-dedans. Alors, tout ce qu'on voit ici, on pourrait aussi dire que la Chine, avec cette dynamique-là, tenterait aussi de s'affirmer encore davantage dans sa propre région, ce qui mettra bien évidemment Taïwan sous les projecteurs. Par contre, la situation ou la position américaine reste très claire là-dessus. La stabilité économique de la région et le transit ne doivent pas être compromis. Si on regarde l'échiquier géopolitique de nos jours, on pourrait très vite faire une comparaison avec le jeu de société qu'on connaît tous très bien, le risque. Oui, OK. En effet, nous avons déjà parlé de deux raisons pour lesquelles les marchés émergents ont eu une belle performance. C'est c'est les tensions géopolitiques et d'autre côté, les matières premières qui sont importantes, comme les matières premières ont augmenté en prix, important pour les exportateurs. Est-ce que tu vois encore d'autres éléments, d'autres facteurs qui peuvent influencer ou qui peuvent contribuer à une belle performance des marchés émergents en 2026? Oui, alors cette année, on pense à plusieurs facteurs qui sont importants. Premièrement, on voit une croissance mondiale qui reste relativement forte. On trouve aussi l'industrie
et le secteur des services qui soutiennent bien cette activité-ci. Ouais. De plus, on peut penser aussi à la Chine, la relance économique dans le cadre de son plan quinquennal, qui est aussi un atout là-dedans. Oui. Les taux d'intérêt aussi dans les pays développés ont baissé ou sont en train de baisser, en Europe par exemple ou aux États-Unis. En même temps, dans les pays émergents, on retrouve une inflation qui est bien maîtrisée, ce qui rend donc les taux d'intérêt dans ces pays-là et les primes de risque plus attractives. N'oublions pas aussi non plus que les pays émergents sont passés dans une période où on a vu la qualité de crédit qui s'est nettement améliorée en moyenne sur les 10 ou 20 dernières années. Et depuis 2023, on assiste aussi à une augmentation nette des réévaluations, des reclassements souverains. Troisième point, très important aussi, le dollar et la faiblesse du dollar qu'on a vu sur les marchés aussi. Pourquoi c'est important pour les pays émergents? De un, ça réduit leur coût de financement et de deux aussi, ça améliore leur bilan et leurs finances. Et j'ai peut-être encore un autre facteur qui peut influencer ces résultats, c'est en fait le regain de l'intérêt chez les investisseurs, parce qu'entre 2022 et 2025, la plupart de ces investissements ont été sous-représentés. Et maintenant que par exemple, les actions américaines sont un peu chères, les investisseurs recherchent une alternative. Et là, naturellement, les marchés émergents peuvent avoir leur place. C'est un peu de ce domaine-là que je cherche. Mais où se situent alors les priorités tactiques, Hicham? Sur les actions, on est devenu plus positif au courant des derniers mois. Si on regarde les valorisations et qu'on les compare, par exemple, aux États-Unis, on voit qu'elles sont relativement attractives. C'est vrai qu'elles ont augmenté légèrement au cours des derniers mois, mais n'empêche, elles sont toujours très attractives. Le point fort aussi, c'est les bénéfices ou les prévisions de bénéfices. On s'attend à une augmentation bien élevée, aux alentours de 16% en Asie, par rapport à 13% aux États-Unis et environ 8 ou moins % en Europe. Ouais. C'est même 19%, j'ai lu quelque part pour l'Asie. Très bien. Mais vous dites surtout l'Asie. Comment cela se traduit-il dans notre stratégie d'investissement, Hicham? Nous avons augmenté la pondération pour l'Asie émergente, en premier lieu aussi la Chine, mais également dans les autres pays asiatiques, hormis le Japon. Des marchés comme Taïwan ou la Corée du Sud restent des destinations très intéressantes pour les secteurs de l'IA et les semi-conducteurs. On regarde aussi l'Inde. L'Inde a pris un peu de retard, mais on s'attend à un rebond aussi pour l'Inde. C'est un grand pays qui reste aussi très important sur le plan géopolitique et économique. Donc voilà, à un niveau stratégique, l'Inde est toujours important, aussi, je suppose. Oui. Ça, c'est surtout au niveau des actions et au niveau des obligations. Hicham, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce côté-là? Sur les obligations, on distingue les obligations qui sont émises en dollars américains et les obligations qui sont émises en devises locales. Si on commence par les émissions en dollars, ici, on voit que la prime de risque est à des niveaux les plus bas par rapport aux dernières années, ce qui les rend relativement chers. En même temps, on a un rendement total pour ces dettes-là qui tournent aux alentours de 7%, qui reste très attrayant. Nous préférons les dettes en devises locales. Elles ont un rendement un peu plus bas, vers les 6%, qui reste très intéressant aussi. Et les monnaies restent raisonnablement cotées, voire même très bon marché, surtout si on se tourne vers l'Asie, par exemple. Alors si on dit rendement plus élevé, des fois, on pourrait associer ça à un risque qui est plus élevé, mais on ne regarde pas simplement le rendement. On a parlé un peu des pays émergents et de la partie fondamentale. On pense que les fondamentaux dans les pays émergents, en moyenne, restent solides,
tant par rapport à leur niveau historique, mais tant aussi par rapport aux autres pays développés aujourd'hui. Okay. On voit en plus l'afflux de capitaux dans ces régions-là, ce qui est très logique alors de diversifier une partie de nos obligations vers les pays émergents. Ouais. Dans notre stratégie, donc, on a investi jusqu'à 5% dans les dettes des pays émergents, dont 2 tiers sont dans les dettes en devise locale. OK. Donc, en bref, fort important d'intégrer les pays émergents dans notre stratégie d'investissement. Merci beaucoup, Hicham, pour vos bonnes explications. Avec plaisir. Alors, concrètement, cela se traduit ou se résume à 3 points. Il y a d'abord la situation géopolitique qui reste une arme à double tranchant. On a d'un côté les matières premières, on a les droits de douane, mais également les sphères d'influence régionale en constant développement. Et d'autre côté, il y a naturellement des facteurs assez positifs pour les pays émergents. Quand on parle au niveau des actions, par exemple, on regarde surtout l'Asie émergente. Entre autres, on parle en premier lieu de la Chine, on parle de l'Inde, on parle de Corée du Sud et également le Taïwan. Quand on regarde vers l'obligation, on combine les dollars avec les devises locales, mais avec même une préférence pour les devises locales. C'est tout pour cette fois. Merci d'avoir regardé ou écouté. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest.